Bonjour, ici Yon Mogurum, Bonjour, ici Gominsu. chef de groupe, enfin le tout premier pick-up du groupe Hyundai, c'est ça. Celui-là, il est comme vous, chef de groupe. Comme vous avez une excellente réputation, beaucoup de gens aimeraient le conduire. Et il paraît que vous et ce véhicule, vous vous ressemblez beaucoup. Ça m'allait aussi très bien. Vous venez de finir l'essai aujourd'hui, quelles sont vos impressions? D'abord, c'était un véhicule que j'attendais avec impatience. Ensuite, j'avais aussi un peu peur qu'il ne réponde pas à mes attentes. Mais pour l'instant, il dépasse mes attentes. Aujourd'hui, il est monté dans la voiture en souriant. On n'a pas souvent vu ce visage-là. Je l'ai vu exactement 3 fois. Une fois, Escalade et moi, on a amené cette voiture qui ressemble à un tank. N'est-ce pas qu'elle est énorme? Pendant notre discussion, il dégageait une aura saisissante à côté de nous. Il a dit « C'est exactement ce qu'il me faut ». C'est une muscle car américaine. J'aime ces grosses voitures. Donc aujourd'hui, vous avez conduit cette voiture et elle vous a agréablement surpris. Vous avez apprécié. Nous allons examiner le châssis de la Tasman avec l'expert en châssis, le chef Ko Min-soo. Jusqu'à présent, nous avons beaucoup vu de berlines ou de sport utility vehicle, mais les pick-up, c'est différent. Alors, découvrons-le tout de suite. Eh bien, puisqu'il s'agit d'un nouveau véhicule, montrez-nous d'abord le moteur. Déjà, le capot est vraiment grand. C'est un lift. C'est ça, c'est un lift. Il y a un lift intégré. Ensuite, c'est le moteur à essence turbo 2,5 qui est actuellement le moteur principal utilisé dans les Sport Utility, véhicules de taille moyenne et plus grand du groupe Hyundai Kia. Ce moteur à essence turbo 2,5 a été appliqué. Mais il y a là quelque chose de différent, la position semble un peu différente. Il est disposé longitudinalement. En effet, étant une propulsion arrière, elle est située sur le côté, ce qui procure une sensation différente. C'est ça, si c'est basé sur la propulsion arrière, dans un pick-up comme celui-ci, à part la simple propulsion, qu'est-ce qui s'améliore? L'une des choses que je ressens en conduisant cette voiture, c'est qu'elle est très haute, mais il n'y a presque pas de vibration. L'endroit où est monté le moteur ou les vibrations ne pénètrent pas dans l'habitacle, c'est ce qui est bien avec la propulsion arrière. Ah, il y a donc une telle différence. Oui, donc, maintenant, la voiture dépasse mes attentes. Malgré sa hauteur, les vibrations du moteur sont assez faibles. Le capot est complètement vide. Je ne sais pas s'il y a un moteur ailleurs ou non. Mais par rapport à la taille du capot, le moteur est vraiment petit. Mais la voiture, elle est vraiment grande, et comme le moteur est disposé longitudinalement, ça donne une impression plus spacieuse que sur d'autres véhicules. C'est vrai. Dans ce cas, les mécaniciens aiment ça. Comme ça s'insère facilement, l'entretien est vraiment facile. Oui, c'est vrai. Passer à 6 cylindres rend l'espace très serré et complique considérablement l'entretien de ce côté. L'entretien est vraiment très facile. Si on regarde même les conduits d'air, ce véhicule est un modèle spécialement conçu pour le tout-terrain. Effectivement, le conduit d'air ressort ainsi. Et il sort par l'aile sur le côté. Sur ce côté de l'aile, il y a maintenant le Ubik. Donc la capacité de franchissement, officiellement c'est 80 cm. C'est impressionnant. Même avec ça, si j'achetais cette voiture, je ne pense pas pouvoir traverser avec la mienne. Ah, si c'est ma voiture, je ne pourrais pas la traverser. Mais je l'ai essayé la semaine dernière. Ah, c'était vraiment bien, mais j'ai dit exactement la même chose. Ah d'accord, ma voiture ne pourrait pas passer ici, c'est ça. Si c'était ma voiture, je ne pourrais pas entrer. Mais j'ai été surpris qu'elle passe si facilement. Et quand j'ai mis le mode verrouillage dès la première étape, c'est devenu vraiment rigide, j'ai été surpris. C'est vrai, en tout-terrain, étant un véhicule tout-terrain spécialisé, C'est la première génération et il a déjà ce niveau de finition. C'est pour ça que je vous ai posé la question pendant l'essai aujourd'hui. il y a parfois des gens qui ont des préjugés sur la première génération. Parmi ceux qui m'appellent souvent, certains me demandent si SsangYong n'est pas la meilleure marque pour la transmission intégrale. Il y a des gens qui me posent ce genre de questions. Mais qu'en est-il de Kia Motors? C'est une entreprise qui fournit des véhicules tactiques militaires depuis plus de 20 ans. Donc ceux qui ont fait leur service militaire dans les années 90 ou au début des années 2000 se souviennent sûrement des véhicules militaires coréens, ou Gunto. Le Gunto est un véhicule militaire essentiel pour diriger les opérations. C'est littéralement la supercar de l'armée. Celui-ci aussi était fabriqué par Kia, et même le nouveau véhicule tactique K151 qui sort actuellement est également fabriqué par Kia. C'est pour cette raison, les technologies spécialisées liées au tout-terrain, Kia les possède déjà toutes. C'est vrai, on ne peut pas ignorer ça. Tasman a été créé avec d'énormes quantités de données,
Comme mentionné lors de l'essai, les conditions de certification pour les véhicules tactiques militaires sont extrêmement strictes. Jong Gyang-sa doit pouvoir gravir des pentes de 60 degrés. Et pour les pentes latérales, il faut pouvoir supporter jusqu'à 40 degrés, etc. Il doit pouvoir rouler à ces divers angles. J'en ai aussi parlé dans ce test de conduite. Comment tu sais ça? Regardez en bas. Alors, d'abord, regardons à partir du passage de roue avant de ce véhicule. Tout d'abord, aujourd'hui, auparavant nous regardions le dessous de la voiture depuis le bas, mais maintenant nous le regardons depuis le haut. On considérait les matériaux puis les alliages, et on prenait en compte plusieurs choses. Si on regarde bien, cette voiture est en fait un pick-up. C'est tout simplement un Goliath. En fait, même sur le certificat d'immatriculation, elle est enregistrée comme un petit véhicule utilitaire. Elle ne peut donc pas servir de voiture particulière. Alors, quel est le point fort de cette voiture? Exactement, c'est la robustesse. C'est vraiment impressionnant. Observez l'épaisseur des spires du ressort. À l'écran, ça a l'air vraiment fin, n'est-ce pas? En réalité, ça semble épais et impressionnant, n'est-ce pas? C'est aussi épais que mon doigt. J'ai les mains vraiment grandes. Je dois toujours porter des gants taille extra large ou plus. C'est possible, à ce niveau-là? Oui, c'est aussi possible ainsi. Pour la version X-Pro de cette voiture, la garde au sol est surélevée de 2,5 cm par rapport au modèle Extreme ou Adventure standard. Donc la garde au sol implique que les ressorts sont également différents. Alors les ressorts doivent être différents, non? En tant que modèle tout-terrain, cette voiture m'a vraiment surpris par sa garde au sol impressionnante dès le premier regard. Avec une telle garde au sol, je me suis dit qu'aucune modification ne serait nécessaire. C'est ce que je me suis dit. Il n'y aura même pas d'affaissement, ce genre de choses. Ça aussi c'est vrai, mais d'abord quand les gens qui font de l'off-road sortent leur voiture, qu'est-ce qu'ils font? Ils la soulèvent, puis ils agrandissent par les pneus. Ils font tout ça, mais même à côté de ces voitures-là, celles-ci ne se laissent pas distancer. Celle-ci, tout simplement, on peut l'emmener directement en tout-terrain. Il n'y a rien à toucher. Et là, maintenant, c'est le W25, tel que nous le connaissons. C'est un double coffre, vraiment grand, au moins 30% plus grand que la Genesis. Passons maintenant aux matériaux. Les matériaux sont... Celui-ci est simplement en acier ordinaire, parce que c'est un véhicule qui doit être solide. Ne doutez pas de sa solidité. Le moyeu est entièrement en fonte, pas simplement en acier. C'est de la vraie fonte. Comme pour fabriquer un bloc cylindre de moteur, ils ont simplement moulé la pièce entière en fonte. Ce que ça veut dire, même si ce gros engin s'embourbe en tout terrain ou se retrouve coincé quelque part, il doit rester très fiable. C'est pourquoi nous nous sommes concentrés sur la rigidité dans ce domaine, et nous avons utilisé une structure à double triangulation. Avec une structure à double triangulation, même lorsque les suspensions gauche et droite sont à des hauteurs différentes en tout terrain, l'alignement reste constant. Ah, vous voulez dire que cela empêche les roues de se désaligner, n'est-ce pas? Avec un système McPherson, plus la roue monte, plus elle rentre vers l'intérieur. Et plus elle descend, plus l'écartement se réduit. L'angle de carrossage change, mais avec le double triangle, il reste toujours constant. Y a-t-il une raison à cela? Parce que ce porte-fusée, le point qui n'est pas mis à la terre, un bras inférieur se trouve en bas, surmonté d'un bras supérieur. Quand les deux bougent ensemble, ça descend comme ça. C'est pour ça que l'angle de maintien de l'alignement est qu'au bon. Mais comment cela joue-t-il un rôle en tout terrain? Quand la roue s'affaisse et en tout terrain, il y a ce genre d'écart qui se crée. Quand cet écart se produit, la voiture doit pouvoir s'en sortir. Donc il faut que les 4 roues restent au maximum en contact avec le sol. Pour augmenter l'adhérence. C'est ça, mais si les pneus sont comme ça, l'adhérence ne sera pas bonne. C'est vrai. Il faut que l'adhérence au sol soit conforme aux valeurs d'alignement autant que possible, mais dans une telle structure, et aussi quand il y a une lourde charge à l'arrière. Quand le poids est appliqué, la hauteur de caisse change aussi. Selon ce changement de hauteur de caisse, le changement des valeurs d'alignement est minime. C'est pour ça qu'on utilise cette méthode. Cela permet de maintenir une certaine constance. C'est ça. Ça permet aussi de maintenir l'angle de carrossage. C'est pourquoi tous ces pick-up et ces véhicules à châssis séparés, qui sont spécialisés pour l'off-road, ont tous une suspension avant à double triangulation. Double triangulation. Chef Ban, un serpent là-bas. Mais est-ce que cela aussi est arrivé aussi tard? Ceci contient un diamètre de 32 mm. Pour vous expliquer, c'est le Moabi. Le modèle de première génération, de ce type, avec une structure creuse aussi épaisse, a été utilisé. Ensuite, en passant au Moabi le mètre, ils sont passés à un type solide, c'est devenu un peu plus fin. Avec la sortie de Tasmai, le type est redevenu creux et un peu plus épais. C'est incroyable. C'est vraiment impressionnant, même comparé aux voitures importées qu'on considère comme solides. Ce matériel donne vraiment l'impression d'être un tank, comme s'il disait « Je peux sortir tout seul, même si je tombe en tout terrain ». C'est vrai.
Avec ce genre de voiture, on prend confiance, on se sent prêt à aller faire de l'off-road. Non seulement je peux sortir la voiture, mais je peux aussi m'en sortir moi-même. C'est ça, la capacité de remorquage dépasse les 3 tonnes. C'est incroyable. C'est vraiment impressionnant. Comme je l'ai dit en plaisantant, je pense qu'il pourrait aller directement à l'armée avec ça. Tel quel, c'est déjà militaire. C'est donc militaire. Il suffit juste d'ajouter une radio. C'est ça donc. Sur ce point-là, c'est vraiment un véhicule très spécialisé et aujourd'hui, c'est un véhicule à haute capacité de charge. Alors, voulez-vous compter le nombre de boulons de roue ? Ah, c'est vrai, il y en a un de plus. Il y en a un de plus. Il y en a 6. Parmi les voitures ordinaires, parmi nos voitures populaires, laquelle a 6 de ces éléments ? La plupart des voitures avaient 5 places, sauf les grandes qui en avaient 6. C'est ça, il y en a 5, sauf pour ce genre de véhicule ou l'ancien modèle du Carnival. Les véhicules qui sont très lourds. Waouh, à partir d'ici, c'était différent, n'est-ce pas ? C'est ça, c'est comme ça. Et ce que j'aime vraiment avec les voitures récentes, c'est que même avec le système de freinage d'origine, la puissance de freinage est vraiment impressionnante. Oui, moi aussi j'ai été surpris. La puissance de freinage était bonne. En particulier, parmi toutes les voitures Hyundai et autres véhicules, c'était la puissance de freinage qui m'a le plus plu. Parce que la puissance de freinage est constante. Selon la pression que j'exerce, si le freinage de la voiture répond à la pression exercée, la puissance de freinage semble correcte. Au départ des trouées, la voiture freine brusquement, puis il faut appuyer encore plus fort, même en appuyant déjà. Et que ça ne répond plus aussi bien, il arrive parfois que ça perde en puissance. Dans ce cas, je me sens anxieux. Mais celui-ci délivre une force de freinage linéaire et constante dès le début, donc la puissance de freinage était vraiment impressionnante. Je pensais qu'il serait un peu poussif par rapport à sa taille et à son poids, mais il freine mieux que je ne le pensais. En effet, bien qu'incertain pour le reste, on recommande toujours une marge de sécurité pour la puissance de freinage, préférant en avoir trop que pas assez. Bien sûr, pour la traction, je ne l'ai pas essayé. Honnêtement, je n'ai pas testé sa traction, donc je ne peux pas vraiment vous le dire. J'en ai eu une bonne impression. Ensuite, la carrosserie sur châssis. Waouh, c'est différent. La structure même est différente. C'est ça, il faut que ce soit solide comme ça pour le tout-terrain. Il n'y a pas de déformation non plus. Ce châssis est entièrement constitué d'un cadre rectangulaire en dessous. C'est ça. Donc depuis l'avant de la voiture jusqu'à l'arrière, tout repose sur le cadre. Le cadre est ainsi posé et par-dessus, il y a la cabine où les gens s'assoient. C'est pourquoi, lorsque nous montons à bord, la hauteur totale est un peu plus élevée à cause du siège. C'est plus élevé. L'espace intérieur est un peu étroit par rapport à la taille de la voiture. Il ne peut qu'être un peu étroit. C'est une structure inhérente à sa conception. Ce qui est surprenant avec Tasman, c'est que malgré ce type de carrosserie à châssis, quand je m'assois en ligne, je me dis à ce niveau-là, ils l'ont vraiment bien fait. C'est ce que j'ai pensé. L'espace est vraiment pas mal. Ceux qui montent pour la première fois disent que c'est étroit. Mais non. Une voiture aussi grande dans cette catégorie. Plutôt, un employé est monté à l'arrière et a dit « Oh, c'est plus spacieux que ma série 5 ». Il a vraiment dit ça. Donc l'espace intérieur pour les passagers est vraiment bien conçu. Oui, donc pour l'avant, on regarde comme ça. Ensuite, maintenant, je veux voir en bas. Des structures que je vois pour la première fois sont apparues. Oui, c'est probablement la première revue que nous avons faite de la partie inférieure du corps. Waouh, ces plaques, qu'est-ce que c'est ? C'est un ressort à lame, un ressort à plaque, un ressort à lame. Donc, on trouve ce genre de choses sur les véhicules lourds. Donc le Rexton Sportscan, puis les véhicules comme l'Astaria classique, par exemple les vans ou les camions d'une tonne, les camions pour les charges lourdes, tous les véhicules conçus pour supporter de lourdes charges sont tous équipés de ressorts à lame. On les appelle aussi ressorts à lame parce qu'ils sont constitués de plusieurs plaques superposées et l'avantage, c'est que comme il y a plusieurs couches, ils supportent bien la capacité de charge. Exactement, ils peuvent gérer ces situations. A l'inverse, à cause de cette structure, on peut aussi perdre un peu en confort de conduite. Mais autrefois, les ressorts à lame étaient toujours considérés comme mauvais. Toujours. Quand on conduisait une voiture équipée de ressorts à lame, on se disait souvent « c'est vraiment difficile, ce n'est pas terrible ». Mais dans le cas de la Tasman, je pense qu'ils ont vraiment bien réglé la suspension arrière cette fois-ci. Parce que même avec des ressorts à lame, c'était vraiment pas mal. Ils ont bien maîtrisé la force de réaction latérale. C'est ça, aujourd'hui on fait l'essai à vide. Ah, alors ça devrait être encore plus ouvert. L'arrière de la voiture est plus accessible, avec une charge maximale de 500 kg si tu veux filmer. On peut charger 500 kg dans la benne. S'il y a 2 personnes à l'arrière, ça fait 120 kg. C'est une voiture pouvant transporter 620 kg de charge. Même si on ne charge que la moitié, environ 300 kg, le confort de conduite sera meilleur. Mais nous, on roule complètement à vide. Parce qu'on a roulé à vide, c'était une situation où ça rebondissait vraiment beaucoup. Ça rebondissait sans arrêt, et même dans cette situation, le confort de conduite n'était pas mauvais.
Donc pour la configuration de la deuxième rangée, même si c'est un pick-up, il me semble qu'ils ont bien pris en compte l'aspect familial pour un usage de loisir lors de la conception. Ils y ont beaucoup réfléchi, n'est-ce pas? Ils l'ont bien peaufiné avant de le sortir. Kuntonaim, eh bien, nous ne le savons pas, mais en tout cas, ils ont déjà beaucoup perfectionné les véhicules militaires. Ils possédaient déjà ces informations. Si on regarde les fiches des véhicules militaires, des véhicules tactiques coréens, on retrouve ce genre d'informations. On dit que le confort de conduite est bon. C'est vrai, ce n'était pas important pour les véhicules militaires. Donc à ce niveau-là, le châssis est très exposé, le cadre en acier est visible, et même après un lavage complet, on voit ce genre de parties exposées. Pendant le direct de tout à l'heure, des questions ont été posées à ce sujet. Il y en a, mais particulièrement ce qu'on appelle le cadre porteur, donc l'anti-roue n'est pas indispensable. N'est pas nécessaire de s'inquiéter de ce genre de choses, parce que ça ne pénètre pas à l'intérieur. Si l'eau pénètre à l'intérieur, c'est problématique. Le constructeur aurait prévu une protection si c'était le cas, mais ce n'est pas prévu pour les parties visibles. Émotionnellement, ce serait idéal si tout était parfaitement traité, mais cela augmenterait les coûts. En effet, ce véhicule off-road a des passages de roues en plastique synthétique solide, spécialement conçus pour ce type d'usage. Non mais ça... Le matériau intérieur est-il aussi insonorisant? C'était silencieux, peu de bruit passait dans les passages de roues. Parce que c'est une carrosserie sur châssis, la distance est grande, et comme c'est une propulsion, la distance entre le siège conducteur et la roue avant est assez importante. Elle est plutôt longue. Oui, c'est possible. C'est assez loin, donc dans ce genre de situation, on peut vraiment ressentir le calme. Aujourd'hui, en roulant, ça allait bien jusqu'à environ 90 km. Mais quand j'ai légèrement accéléré, comme prévu, en fonction de la forme et de l'apparence de la voiture, il y avait un peu de bruit du vent qui entrait. C'est vrai, mais peu de gens rouleront à 150 avec ce véhicule. En effet. De plus, ce véhicule n'est pas autorisé sur la voie de gauche. Il faut donc le conduire calmement. J'ai trouvé ça vraiment silencieux. Entre 80 et 100, la fonction de réduction de bruit est inutile, c'est l'impression que ça donne. Donc, c'est quelque chose que les voitures Hyundai et Kia récentes connaissent bien. Et même si c'est un tout nouveau modèle, le rôle que joue Tasman est en fait unique actuellement dans la catégorie des châssis à cadre. Je pense qu'ils ont essayé d'ajouter certains éléments haut de gamme, car il fallait combler ce genre d'aspect au sein du groupe Hyundai Kia. Bon, essayons de le soulever. Oui, enfin, le châssis apparaît, c'est incroyable, vraiment incroyable. C'est comme si je voyais quelque chose de totalement nouveau, quelque chose que je vois pour la première fois. Étant un véhicule à essence, ils ont installé le canister en plastique ici, probablement pour éviter qu'il ne se casse à cet endroit. Normalement, il est généralement placé près du fond, à côté du réservoir de carburant. Mais pour le tout-terrain. Sur un véhicule tout-terrain, si quelque chose heurte une pièce et la casse, cela ne fonctionne plus. C'est pourquoi le canister semble avoir été placé près de la benne de chargement. Commençons par observer l'arrière. Cette barre transversale, le cadre quoi qu'il en soit, c'est un châssis cadre, donc il n'y a même pas besoin de parler de la solidité du cadre. Franchement, renforcer ça, c'est vraiment idiot. Vu que ça ne se tord pas, renforcer davantage n'est même pas un sujet de discussion pour ce véhicule. Nous parle le spécialiste du bas du corps. Il renforce ici le châssis. Ces personnes-là doivent aller à l'hôpital. C'est vrai, si on en rajoute ici, honnêtement, ça tue aussi l'autonomie. Ce rail de pare-choc est aussi solide qu'un tank. Pouvez-vous y jeter un œil ? Lui aussi, ne plaisante pas. Ce genre de choses. Si vous rentrez dedans par l'arrière, la voiture qui percute sera complètement détruite. Ne percutez jamais. Et maintenant, évitez-le. Si Tasman apparaît, c'est en l'évitant que vous éviterez les ennuis, non? Le crochet de remorquage intégré à l'X-Pro est également en fonte. Ceci aussi, c'est en fonte. C'est vraiment solide. C'est solide. On peut tracter avec. Même lorsque la voiture est coincée, il y a assez de force ici pour la tracter et la sortir. Ensuite, il y a des ressorts à lame avec leurs axes de fixation ou les bagues qui les maintiennent aux quatre coins. C'est un matériau nettement supérieur à ceux utilisés sur les anciens véhicules à châssis séparés ou à ressorts à lame. Ces parties sont en matériaux haut de gamme, et ici, les ressorts sont sur toutes les parties qui se touchent ou se chevauchent, comme ceux avec de l'uréthane, du caoutchouc à base d'uréthane. On a ajouté cet élément, ce qui améliore aussi le confort de conduite. Oui, c'est ça, un élément du confort de conduite. Regardez comme ils ont bien conçu des butébos à ces endroits-là. Donc même quand ces éléments touchent de base... Quand on met du poids et qu'on descend, ça touche.
ça touche. Si vous regardez ici, il y a une bosse. Les butées servent aussi à absorber les chocs, bien que de manière limitée. Ça n'a pas l'air impressionnant, mais tout est conçu comme ça. Donc ces éléments sont faits comme ça. Et à l'arrière, dans le cas du Rexton ou du Mojave, c'est pareil. Dans ce cas ici, maintenant, l'essieu intégré, ce n'est pas ça. Et aussi, il y avait aussi des véhicules avec une suspension arrière multibras, mais celui-ci devait être particulièrement robuste dès sa conception. L'arrière est vraiment très solide. En tapant comme ça, on devrait normalement sentir un retour, mais ici, il n'y en a aucun. Cette voiture n'en a pas. Cette voiture, elle est vraiment solide, vraiment très solide. Tout est vraiment Goliath ici. En effet, l'arrière du différentiel doit être robuste. Il est donc également fabriqué en fonte. En effet, la taille et tout le reste sont complètement différents. Et puis, la plaque de dissipation thermique que Yomogun aime tant a aussi été bien installée. Oh, je n'ai jamais complimenté la plaque de dissipation thermique sur nos voitures nationales. Mais ici, il n'y a aucune faille depuis le début. Tout a été parfaitement installé. C'est vrai, depuis l'avant, la plaque de dissipation thermique brillante en haut passe par le silencieux central et continue tout du long. Ah, j'ai aussi tout fait en haut ici, tout est bien installé. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Il y en a aussi au-dessus de l'arrière du silencieux, tout est bien installé. Oh, je n'avais pas bien vu qu'on faisait ça sur une Genesis, une voiture coréenne. J'ai toujours dit qu'il manquait un support sous le réservoir de carburant. Je vous l'avais dit, les voitures importées, surtout les allemandes, mettent ce genre de support. Il y a un support. Voilà, il y a ça. Ah, c'est un support. Vous voyez bien qu'il y a un support. C'est moulé d'une seule pièce en plastique composite, mais si on le faisait simplement et que quelque chose le frappait par en dessous, le réservoir de carburant risque fortement d'être endommagé. Mais même avec une seule protection supplémentaire, c'est clairement différent. Mais comme il s'agit d'un véhicule spécialement conçu pour l'off-road, ils ont ajouté une protection à cause des interférences et de ce genre de choses. Je m'y attendais, le dissipateur thermique est aussi protégé. C'est ça, c'est maintenant la transmission. Arbre de transmission. Ça sert aussi de support. Mais ceci, le corps du cadre a une forme de croix des deux côtés. Et au milieu, il y a une traverse, et c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Ce nouveau Mojave diffère de l'ancien. Contrairement au Mojave, il n'y avait pas de Mojave ici? Oui, il y a ce renfort maintenant. C'est similaire à ce qu'on voit sur les voitures allemandes, ils ont beaucoup renforcé comme ça, c'est bien fixé. Donc c'est quand même un peu plus... comme c'est un véhicule sorti plus tard, il est un peu plus spécialisé pour l'off-road. Ils ont vraiment fait beaucoup de choses. C'est vrai, là, ils ont bien fait. Ensuite, le différentiel avant aussi. Ce boîtier est également une pièce d'usure, totalement. Non, celui-ci est vraiment différent. C'est complètement différent. Il ne peut qu'être plus lourd. Il ne peut qu'être plus lourd. Ensuite, la boîte de vitesse a 8 rapports pour propulsion arrière, principalement utilisée par Hyundai Kia. Il y a la boîte de vitesse à 8 rapports. Donc à l'arrière, il y a le boîtier de transfert pour la transmission intégrale ici. Le boîtier de transfert est situé de ce côté. Oui, il est situé de ce côté et possède une transmission intégrale. Transmission intégrale. L'écu est ici. C'est intégré en une seule pièce. Ici, avec quelque chose comme un moteur, on gère le mode low et high dans le carter de différentiel, puis la puissance motrice est envoyée vers l'avant pour créer la transmission intégrale ou la traction avant. Tout était réparti et géré ici. Oh, c'est vraiment différent. Non, en fait, tout est différent. Tout est vraiment différent. Est-ce que c'est comme si tu voyais une toute nouvelle voiture? Oui, c'est ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu jusqu'à présent, comme ça. Je n'avais jamais vu une voiture d'une telle robustesse. Mais si on regarde uniquement le châssis, il y avait des gens qui disaient que les châssis des anciennes voitures SsangYong étaient même plus solides. À l'époque. Mais pour vous expliquer, comme c'est une entreprise qui fabrique des véhicules militaires, vous n'avez pas à vous inquiéter de la solidité. Ils affirment avoir respecté les spécifications militaires et même les ordinateurs portables tentent aujourd'hui de se conformer aux normes militaires. C'est vrai. Ah là là, ces gars-là, on dirait vraiment l'armée. Non, plutôt que de dire l'armée. De toute façon, comme ils l'ont fabriqué à partir d'un véhicule militaire, il n'y a rien à dire sur la solidité, c'est évident. C'est vrai. Mais chef, même dans ce genre de véhicule, vous avez dit qu'il y avait un matériau d'insonorisation à l'intérieur de cette robustesse, c'est ça? Parce que le bruit de fonctionnement provient du boîtier de transfert à entraînement préalable, donc ils ont fait attention à ce que ces bruits n'entrent pas dans l'habitacle. Ils ont utilisé des matériaux insonorisants. Ils en ont mis partout depuis la transmission jusqu'ici, ils en ont mis partout depuis la transmission.
Travailler sur le châssis d'une voiture coréenne suscite toujours une certaine inquiétude, plus qu'anticipée. Mais malgré tout, j'ai quand même fait attention. C'est plus que la matière. D'abord, quoi qu'il en soit, basé uniquement sur la solidité, il n'y a rien à redire. Non, il n'y a rien. Et puis, dans le cas de l'OHAM à l'avant aussi, il est adapté au poids du véhicule. L'épaisseur et la robustesse Sont vraiment impressionnantes. c'est vraiment large. Si on compare ça avec la K5 que vous conduisez, la largeur est environ 3 fois plus grande et l'épaisseur n'en parlons même pas. Comme vous pouvez le constater, le knuckle est entièrement moulé, comme mentionné précédemment. Je vous l'ai déjà dit, mais si vous regardez ici, c'est solidement fait en alliage d'aluminium. La taille de cette boule est aussi impressionnante. Elle est grande aussi, mais ici, c'est encore de l'aluminium. Ce sont des éléments haut de gamme qui ont de l'influence une fois installés. Donc ce genre de choses, c'est aussi solide. Mais si on veut fabriquer ça en aluminium, vous imaginez à quel point l'aluminium doit être épais. Donc comme vous pouvez le voir, même si c'est de l'aluminium, c'est très épais. Il faut que ce soit comme ça pour que ce soit solide. C'est pourquoi la taille de la bille est aussi assez grande. Le ressort, inutile d'en parler, il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que c'est que ça? Chef de section. C'est aussi un stopper LOHAM, un stopper. Quand il est inséré jusqu'à ce qu'il puisse entrer, il viendra toucher ici. Quand le ressort se contracte ici, il vient toucher cette partie, ce qui donne une sensation inutile et désagréable. Une sensation désagréable, ça sert même à atténuer cette sensation. Il y a un stopper et si vous regardez à l'avant, le cadre... Comme c'est une structure de carrosserie, même le soubassement est en métal. Touchez-le. C'est vrai, waouh! Le soubassement est aussi en métal et en fait ce n'est pas une voiture conçue en tenant compte du poids ou de ce genre de choses. De base, ils mettent en ce genre de soubassement. Et beaucoup de gens choisissent aussi cette option. Et à l'avant, le dispositif et le crochet de remorquage sont en fonte. J'ai une forte envie de tracter quelque chose, même une voiture en parfait état, juste pour l'expérience. J'ai donc l'impression de devoir vraiment en tirer quelque chose. Mais on a quand même fait attention. On n'a jamais vraiment eu d'expérience dans la fabrication de pick-up truck. Moi aussi, je m'intéresse beaucoup à ces véhicules tout-terrain. Donc, je regarde des vidéos d'off-road sur YouTube. Je regarde beaucoup de vidéos de personnes qui filment de l'off-road. Je regarde beaucoup ces vidéos, mais j'aimerais que Tasman sorte rapidement. Tasman, j'aimerais voir quelques vidéos où il roule en tout-terrain. J'aimerais voir comment il réagit à une évaluation honnête et objective. En effet, il y avait de nombreuses réactions à Moab à cette période. En réalité, il y en avait énormément. À ce niveau-là, lui aussi doit avoir pas mal de temps libre. Donc, pour ceux qui conduisent uniquement sur route, ce véhicule semblera trop dur et peu apprécié. Mais pour les passionnés d'off-road ou d'activités de loisirs, c'est vraiment le meilleur choix. C'est vrai, si on voit les choses comme ça, je pense que le prix aussi est bien positionné. Oui, c'est ça. C'est un peu plus cher que le Rexton, mais beaucoup moins cher que le Colorado. Le Rexton se positionne comme un modèle plus haut de gamme par rapport à l'autre véhicule mentionné. Plus haut de gamme, c'est vrai. Oui, c'est ça. C'est une voiture haut de gamme. C'est luxueux. Et en plus, pour le confort, cette voiture est imbattable, même sans les options haut de gamme. Toutes les options de confort sont déjà incluses de base. Niveau confort, c'est vraiment le NEC plus ultra. Donc aujourd'hui, je l'ai essayé et c'était vraiment impressionnant. Très impressionnant. Si vous regardez le cadre, l'espace qu'il occupe est déjà très grand, n'est-ce pas? Du coup, le véhicule lui-même ne peut qu'être haut. Et de toute façon, je n'ai pas envie de mourir dans un accident. Il y a des gens pour qui c'est la priorité, d'autres pour qui le confort est prioritaire, ou encore l'esthétique. Pour ces personnes-là, côté de la polluer, il n'y a pas de meilleur tank que celui-ci. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter un vrai tank, alors cette voiture pourra certainement vous protéger en toute sécurité. C'est vrai. Essayez de coller ça de ce côté. Bague supérieure, oui, ça se connecte en haut. Les gars, c'est ce qu'on appelle la bague supérieure. C'est une amélioration par rapport à la Mojave. Donc, la bague supérieure, c'est ça. Cette bague supérieure joue un rôle crucial. Dans une carrosserie sur châssis, la cabine est fixée par boulon sur un cadre solide. C'est ça, alors, on a mis une bague à l'endroit où la cabine et le châssis se rejoignent. Selon le rôle de la bague, ça peut devenir une suspension directe. C'est vrai, c'est ça en premier lieu. Mais j'ai entendu dire par un professionnel du secteur que cette bague supérieure a été améliorée par rapport à celle du Mojave. Ah, cette partie, je vois. Les véhicules SsangYong, comme les Rexton et Corando, doivent en effet fréquemment remplacer le cylinder block supérieur. Mais si c'était fabriqué avec un matériau de meilleure qualité, celui-ci c'est sûr qu'il utilise des cylinder blocks supérieurs de qualité supérieure.
L'intérieur offrait un confort de conduite comparable à celui d'un grand sport utility vehicle, j'étais agréablement surpris. Au contraire, pour ceux qui préfèrent une suspension un peu plus ferme, le Colorado est meilleur sur ce point, mais pour conduire tranquillement en ville, ce réglage m'a aussi convenu. C'est vrai. Mais quand on achète ce genre de véhicule tout-terrain, le rapport de direction est un peu différent, il faut beaucoup tourner le volant. Si vous tournez ici en braquant le volant comme sur votre ancienne voiture, vous risquez de rester coincé. Il y a donc cette différence. C'est ça. Donc aujourd'hui, on a vu ça rapidement, on a fait un tour rapide. Ah, en voyant ça comme ça, on se rend compte qu'il était vraiment digne de confiance. Presque comme si on voyait un Dolce fiable, et on comprend pourquoi il était comme ça. Chef d'équipe, aujourd'hui, en regardant vraiment le châssis du pick-up, je me suis dit qu'il était vraiment solide. Lui, c'est un véhicule qui doit être solide, il commence par la solidité et il doit finir par la solidité. J'ai vu un véhicule qui incarne la solidité du début à la fin. À ce niveau-là, il n'y a que le Rexton, et au-dessus, le Colorado, c'est tout. Comparé au châssis de ces véhicules, qu'en pensez-vous ? La structure et le matériau propres à cette carrosserie sur châssis sont honnêtement pratiquement similaires à ceux de celui-ci et du Rexton. Le Rexton est similaire. Maintenant, des éléments comme les ressorts à lame, les amortisseurs, puis les top bushings qui influencent le confort de conduite sur une carrosserie sur châssis. Et ensuite, dans le cas du Rexton, il n'a pas de différentiel à glissement limité électronique. Ah oui, c'est mécanique. C'est un système mécanique. Si on compare ce genre de choses, celui-ci est un peu plus récent. Il est plus haut de gamme. Et le Colorado, pour lequel il faut payer plus de 20 millions de won de plus que cet exemple, doit évidemment être meilleur, il devrait vraiment être meilleur. Il devrait vraiment être meilleur, mais aujourd'hui dans mon essai, je vous l'ai dit. Si je l'achetais, je le modifierais un peu avant de le conduire. Même si on voit beaucoup de voitures, honnêtement, nous aussi en tant qu'humains, il y a des choses qu'on aime et d'autres qu'on aime moins, n'est-ce pas ? Certaines voitures attendues avec impatience déçoivent, tandis que d'autres inattendues s'avèrent être de bonnes surprises. Étonnamment, dès la première rencontre, c'est parfois constant. Moi aussi, j'espérais simplement que ça soit à la hauteur de ce que j'avais entendu. J'avais ce genre d'attente. C'était mieux que prévu, donc j'ai apprécié. Ensuite, je suis monté dans la benne et j'ai vérifié le matériau du revêtement. Ah, c'est sûr qu'ils l'ont vraiment bien fait. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle Guntona. En conclusion, le secret de Guntona a été révélé. Je pensais qu'il manquait des données sur le pick-up. C'est vrai, quand on dit que Kia fabrique une carrosserie sur châssis, certains parlent beau de tradition, mais Kia possède une technologie spécialisée dans les carrosseries sur châssis, les sports utility vehicles authentiques et les pick-up. Alors, si vous pouviez dire un dernier mot... Aujourd'hui, nous avons parlé de ce véhicule en tant qu'Explorer lors de notre essai, en pensant à l'off-road. Mais en réalité, si vous achetez ce véhicule, l'utilisation que vous en ferez sera sûrement différente. Certains utiliseront ce véhicule seulement en ville. Avec des pneus all-terrain, cette peur, cela signifie que vous ne devez pas utiliser ce pneu en ville. Essayez un essai routier. Parce que ce du X-Pro, la sensation de conduite et ensuite ce que nous considérons comme étant habituel. L'aventure, l'extrême, c'est un peu différent de la sensation de conduite habituelle. Je comprends. Pour votre premier pick-up, il ne faut pas simplement acheter le modèle le plus puissant. Donc il faut bien réfléchir à tout ça parce que le prix varie beaucoup aussi. Il faut essayer la voiture. Et pour une utilisation urbaine, mais ça ne veut pas dire que les versions Adventure ou Extreme ne peuvent pas aller en tout terrain. Celui-ci est spécialement conçu pour l'off-road. C'est une finition spéciale, tout comme eux. Ont des performances et une garde au sol suffisante. Donc à cause de ça, assurez-vous de bien comparer alors. Si vous achetez votre premier pick-up, suivez les conseils du chef d'équipe et essayez-le au moins une fois. Il y a deux versions différentes, tout-terrain et standard. Gardez cela à l'esprit lors de l'essai pour ne pas le regretter. C'est vrai. Tout d'abord, la première impression était bonne. Maintenant, il faut tester la durabilité sur une longue période et voir si cela se maintient dans le temps. Quoi qu'il en soit, je voudrais exprimer ma première impression ainsi. C'est comme s'il s'agissait d'un simple restylage. Dès sa sortie, la finition m'a paru bonne en termes de sensation de conduite. Je n'ai pas évalué la stabilité à haute vitesse avec cette voiture, mais je l'ai essayée en fonction de son objectif. J'ai donc donné mon avis selon des critères adaptés à ce but, et il ne serait pas pertinent de parler de performance sportive avec cette voiture. Merci beaucoup pour vos paroles aimables aujourd'hui, c'est vraiment bien fait. Ça me plaît. À cette allure, vous n'achèterez pas ça après la palissade pour votre prochaine auto ?
Je vous l'ai dit, la nouvelle palissade est trop chère, donc j'hésite en ce moment, donc ce n'est pas une décision facile. Mon frère, non, il réfléchit vraiment, il hésite vraiment en ce moment pour la prochaine version de la palissade. J'hésite entre celui-ci et Aurora 2. Il semble que ce soit dans la liste de souhaits du chef de classe. À propos de cela, j'ai été surpris. Merci pour votre travail acharné et vos paroles aujourd'hui, malgré l'heure tardive.